Et voilà pour ce documentaire de Marie-Laurent sur ces prisons russes, ces anciens goulags reconvertis en prison pour les criminels bien sûr, mais pas seulement, pour des opposants au président russe, au président Poutine, ou pour ceux qui seraient victimes de chantage de la part de l'administration russe. Alors pour parler de tout cela, eh bien avec moi Galia Ackerman, merci d'être là. Vous êtes essayiste, journaliste russe, mais vous vivez où en France ? Oui, je vis en France depuis 30 ans. Et vous allez régulièrement en Russie pour voir un petit peu comment ça se passe et comment ça évolue. En face de vous, Pierre Laurin, vous êtes écrivain, spécialiste de la Russie. Boris Durand, vous êtes porte-parole en France de Mikhail Khodorkovsky, autrement dit un de ces oligarques tant décriés et qui aujourd'hui est une victime de Poutine. Il est en prison depuis combien de temps, lui? Depuis bientôt 10 ans. Il est devenu le symbole de l'injustice du système judiciaire russe. Et encore pour combien de temps? 1 an et demi, peut-être. Si tout se passe bien? Exactement. Bon, et c'était ancien oligarque, patron de voilà, la grande compagnie pétrolière russe, etc., etc. Il a été dépossédé de tous ses biens par Poutine. Peut-être parce qu'il avait peut-être des ambitions politiques que ne supportait pas Poutine. Peut-être bien, oui. On verra ça. Bon, et il y a Olga Nikolaïeva qui va nous rejoindre tout à l'heure. Elle est sociologue et elle est russe, mais elle vit elle aussi en France. Alors on va dire un mot peut-être avec vous de votre documentaire qu'on vient de regarder. Joli documentaire. D'abord, pourquoi avoir choisi la Russie? Vous n'êtes pas une spécialiste de la Russie, vous? Pas du tout. Moi, c'était la première fois que je m'y rendais. En fait, j'y suis allée dans le cadre de mon travail de journaliste pour l'émission C'est dans l'air. Donc, c'était à l'hiver 2011-2012, au moment des protestations anti-Poutine qui avaient suivi les législatives. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré en fait Olga Romanova, qui était l'une des organisatrices des grandes marches qui avaient eu lieu sur Moscou. Et vous êtes quoi, tombée amoureuse de la Russie et de ces combats-là? Disons, j'ai été très frappée par son histoire personnelle d'abord, parce qu'à travers l'incarcération de son mari entrepreneur, et puis par sa détermination à faire connaître aux yeux du monde finalement ce système qu'elle considère comme répressif à l'égard des entrepreneurs. Quand on arrive comme ça en Russie qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qui vous a surpris le plus par rapport, je sais pas quelles images vous aviez de la Russie avant d'y arriver, mais qu'est-ce qui vous a surpris le plus? Il y avait un climat très particulier à ce moment-là parce que les classes moyennes étaient dans la rue, il y avait beaucoup d'effervescence, beaucoup d'espoir aussi peut-être, juste avant le retour de Poutine à la présidence. Donc on sentait vraiment une envie de changement, en tout cas dans la capitale, puisque le reste du pays était plus réservé sur cette question, bien sûr. Et alors, vous faites ce documentaire, vous êtes dans cette contestation, vous avez pu avoir accès aux prisons, au camp? Alors ça a été assez difficile, un travail de longue haleine. Bon, on a attendu, ça s'est fait sur plusieurs mois. On a bénéficié de l'aide de Zoya Svetova notamment, qu'on voit au début du documentaire. Elle est membre d'une association de visiteurs de prison, association officielle, donc elle a pu appuyer notre demande. Et puis pour ce qui est de la colonie pénitentiaire où on suit Macha Noël, là on a peut-être bénéficié d'un concours de circonstances parce que il y avait eu des travaux de rénovation dans cette prison-là. Donc on était assez désireux de vous les montrer. Voilà, on peut imaginer que c'était une des prisons pour femmes, on va dire, présentables par le régime. Enfin, on vous montre une cellule assez vide, c'est ça? Voilà, au début, on me montre une cellule vide, repeinte. Donc c'est la seule, dans la première prison, c'est la seule que je pourrais voir finalement, puisqu'on ne me laisse pas rentrer dans la cellule d'Alexis Kozlov. Qui est-ce qui est en prison aujourd'hui en Russie alors? Il y a 700 000 détenus aujourd'hui. Je crois que plus en réalité. Je crois qu'en réalité, il y a entre 800 et 900 000 parce que ces statistiques, on n'arrive jamais à comprendre. Est-ce qu'on compte aussi ceux qui se trouvent en détention préliminaire mais qui n'ont pas encore été condamnés? Et donc, quand on regarde des sites différents, on obtient des informations. Donc entre 700 et 900 000. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais qui, puisqu'on parle beaucoup des entrepreneurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se trouvent derrière les barreaux? Alors dans ce film, on parle des entrepreneurs, mais de manière générale, c'est vrai qu'on parle plutôt des prisonniers politiques. En Russie, on parle beaucoup moins justement de cette classe-là. Et pourtant, les entrepreneurs se sentent peu en sécurité finalement dans le pays. On estime à entre 100 et 150 000 les entrepreneurs qui seraient actuellement emprisonnés. Et les chiffres officiels donnent le chiffre de 3 millions d'entrepreneurs sur les 10 dernières années. Qui sont passés par la case prison. Voilà, qui sont passés par la case prison. 150 000 entrepreneurs sur 700 ou 900 000 détenus. Voilà. C'est quand même hallucinant, c'est pas du tout la proportion de la population.
Donc Non on peut penser, en tout cas, eux sont de plus en plus effrayés. Il y a une fuite des capitaux qui est très importante. Et donc, on peut penser que c'est ce qui pousse Vladimir Poutine aujourd'hui à lutter contre la corruption. Officiellement, il lance des mesures anticorruption pour essayer peut-être de rassurer les entrepreneurs russes, quoi. D'accord. Et étrangers. Et parce que c'est une administration particulièrement corrompue qui a tendance à les mettre ou bien devant... ou bien ils payent, ou bien effectivement ils vont en prison. Ça se passe comme ça. Oui, c'est ça. Ils peuvent se retrouver dans des procès dits commandités. Alors un concurrent qui souhaite saisir leurs affaires et qui finalement verse des pots de vin au juge pour monter des affaires contre eux. Donc leur propriété n'est pas protégée, quoi. C'est un système original de régulation de la concurrence. Voilà, c'est en fait une OPA hostile, on peut dire, mais faite avec des méthodes très brutales. En Russie, on appelle cette pratique des raids, c'est-à-dire que, disons, un concurrent qui veut s'emparer d'un business, il s'assure des services de sociétés mafieuses spécialisées qui sont de mèche avec le parquet, la police fiscale, les juges, etc. Et donc, on arrive à s'emparer de la société avec pratiquement l'aide de la justice. Ou bien l'entrepreneur cède pour très peu de sous son entreprise et s'en va de façon volontaire, ou s'il ne cède pas... c'est très souvent la prison. Et tout le monde se sucre au passage, si j'ai bien compris. C'est ça ? Bien sûr, bien sûr. Je crois que c'est la principale caractéristique de la société russe d'après l'effondrement du communisme, c'est que tout le monde se sucre au passage, partout. C'est-à-dire que lorsque vous avez un tout petit peu de pouvoir, lorsque vous aviez à l'époque soviétique un tout petit peu de pouvoir, vous pouviez déjà le monnayer par des pots de vin, etc. Mais ensuite, ça a été le pillage généralisé de la Russie, avec des oligarques qui se sont enrichis à partir de rien. Mais vous êtes un officier de police intègre, vous touchez des clopinettes. Les autres s'enrichissent autour de vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vous enrichissez. Voilà. On est bien obligé de verser dans la corruption. Les juges sont exactement dans le même cas. Pour la plupart, ils étaient élus. Ce n'est que depuis relativement peu de temps qu'ils sont nommés. Ils étaient là pour, disons, 3 ans. Eh bien, autant faire le plus de sous possible en 3 ans, parce qu'ensuite, c'est fini. Qu'est-ce que vous dites du film de Marie Laurent? Moi, j'ai trouvé que c'était tout à fait juste. La seule chose, bon, bien sûr, on peut pas parler de tout dans un film, et donc elle a fait l'accent essentiellement sur les crimes économiques. Mais je dois dire que des procès truqués avec des preuves falsifiées se font aussi dans d'autres domaines. C'est-à-dire que c'est une justice qui est, généralement parlant, injuste. Il y a des crimes économiques. Et généralement parlant, corrompus. Et généralement parlant, corrompus. Et il y a 2 types d'injustice dans la justice. Soit c'est purement monétaire, c'est-à-dire le juge est payé pour prononcer un verdict en faveur de l'intéressé, c'est-à-dire du commanditaire dans les crimes économiques notamment. Ou alors la justice, quand la condamnation est ordonnée par les autorités pour des raisons parfois purement politiques, comme c'était le cas avec Mikhail Khodorkovsky. Sur Boris Durand. J'ai trouvé le documentaire très intéressant, et justement cet accent mis sur ces prisonniers dits économiques est tout de même original. Je crois que c'est le seul pays au monde où à peu près un tiers des détenus soit des chefs d'entreprise. Et puis c'est une des très rares fois où on a pu voir des images de l'intérieur d'un camp, même si c'est sans doute un camp un peu modèle. Donc c'est très bien, c'est très bien. Juste pour ajouter à ce que disait Galia, c'est ce qu'on appelle aussi la justice téléphonique en fait. Absolument. C'est-à-dire que le juge attend le coup de téléphone, doublé d'un fax, du ministère de la Justice ou plus haut, ça dépend du cas. En fonction du niveau d'intervention, on va lui dire on emprisonne, on condamne pas, on fait ça. Et à combien d'années?
Oui, mais je parle surtout ça se passe comme ça. Oui, il y a plusieurs niveaux, parce que ça peut être simplement le responsable de la municipalité, le maire, disons. Ça peut être également le gouverneur, ça peut être plus haut. Ce qui est intéressant dans ce qu'a dit tout à l'heure Galia Ackerman, c'est un mot, enfin une expression, crime économique. Il n'y a plus de crime économique en Russie. Les crimes économiques, c'était à l'époque soviétique. Mais la notion de crime économique, c'est-à-dire le fait d'acheter pour revendre, c'est-à-dire une activité commerciale banale, à l'époque soviétique, c'était considéré comme un crime, et cette mentalité est restée. La plupart des Russes considèrent que s'enrichir en faisant du commerce ou en faisant de l'industrie n'est pas forcément légal. Alors que ça l'est parfaitement. Tout en ne pensant qu'à ça. Marie-Laurent. Absolument. Non, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai qu'il y a un moment dans le film, Yana Yakovleva raconte, elle a un marteau, le marteau du juge dans la main, et elle dit bien que finalement, à l'audience, c'est une clé USB qui fait office de marteau dans les procès russes, la clé USB qui est donnée par le procureur au juge qui siège, avec la condamnation écrite d'avance. Ce qu'il a jugé. Voilà. Donc je pense que c'est un des sons les plus forts du film. En tout cas, symboliquement, on comprend bien l'absence de justice dans le pays. Pour moi, c'est le point essentiel du film. Je crois que c'est parlant. La clé USB, je vais m'en resservir parce que c'est vraiment très bon. C'est quelque chose qui est très parlant et en plus très juste. Alors, on va revoir un extrait, mais un mot déjà avec vous. Oui, je voulais juste ajouter que, par exemple, dans le procès de Khodorkovsky, il y a eu ensuite le deuxième procès de Khodorkovsky. Il y a eu une des assistantes de ce juge. On va en parler après. Mais je voudrais d'abord qu'on voit un petit extrait de Masha Noël, extrait de votre documentaire, qui, elle, est une ancienne détenue, ancienne chef d'entreprise, et nous raconte un petit peu comment ça s'est passé, justement, dans son cas, ce chantage dont elle a été victime. Dans mon cas, c'était très clair. On m'a dit dès le début, tu apportes 30 000 $ au juge d'instruction et on referme l'affaire. Les avocats m'ont conseillé de le faire, mais je n'avais pas cet argent. Du coup, mon agence a été dénigrée dans la presse locale. Ma société a été détruite. On a dit partout que j'étais une escroc. Plusieurs tentatives d'intimidation du personnel et très vite, l'arrestation. Au titre de l'article 159 du Code pénal. Escroquerie. Là on voit bien, c'est la prison pour la détention préventive. Dans un premier temps, on m'a mise dans un cachot, une cage avec une grille métallique. En principe, on n'a pas le droit d'y détenir les femmes enceintes. On ne pouvait même pas s'allonger. Mais quelqu'un avait probablement donné des instructions pour me torturer un peu plus. Voilà, et Olga Nikolaïeva, bonjour, nous a rejoint. Vous êtes d'origine russe, vous êtes sociologue et vous êtes membre de l'association Russie Liberté, qui est une association qui fait quoi, qui se mobilise? C'est une association française de la loi 1901 et qui, depuis décembre 2011, aide à, je dirais, propager les idées de ce mouvement citoyen en Russie. Et on essaye de parler de ce qui se passe en Russie, parce qu'en France, on parle la langue française. Et notamment ce qui se passe dans les prisons. Et notamment de ce qui se passe dans les prisons. Par exemple, j'ai fait une interview avec Zara Mortazalieva juste quand elle est sortie de sa colonie en Mordovie, où il a passé à peu près 8 ans. Et donc, son histoire, elle est dans ce livre qui s'appelle « Les innocents seront coupables. Comment la justice est manipulée en Russie ». Qui est-il? Qui a été écrit par Zoya Svetova, dont on voit dans ce film, et où il y a le cas de Zara. Il y a deux cas, et un des cas, il y a le cas de Zara. Donc on a fait l'interview avec Zara où elle parle exactement de la structure sociale, si je peux le dire, qui existe en colonie. Pourquoi c'est impossible de, je dirais, de ne pas être vraiment bon détenu, parce que si vous êtes mauvaise détenu, vous êtes aussi considéré par votre équipier comme personne qui joue contre leur propre jeu. Donc c'est vraiment la pression sociale. Parce que ça se passe comment en prison? On est quand même étonné d'entendre cette femme qui dit j'étais mise au cachot, etc., alors qu'elle était enceinte, j'ai bien compris, enfin, etc. C'est quoi les conditions? Parce que déjà, vous nous dites un chiffre qui m'a... On va y revenir tout à l'heure, 150 000 détenus qui sont des entrepreneurs, je trouve ça hallucinant. Mais les conditions sont comment en prison? Les conditions sont à la disposition de l'administration en général. Il y a aussi... Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, il faut tout ce qu'ils veulent. Mais ça dépend aussi je dirais, de l'ordre qui existe dans la colonie, le climat particulier. Parce que, par exemple, s'il y a un groupe de détenus
qui se sentent mobilisés, solidaires, ils peuvent former une équipe qui va jouer contre l'administration et ils peuvent aussi faire pareil, la peur aux autres détenus et qui seront dans la situation vraiment délicate. Ils devront choisir, soit on suit les ordres donnés par l'administration, soit on suit les ordres donnés par des détenus comme ça. C'est la jungle. C'est la loi du plus fort. C'est la loi de la jungle. C'est exactement ça. Pas tout à fait la loi de la jungle. En fait, il y a deux lois. Il y a la loi de l'administration et ensuite il y a la loi de la pègre, qui est aussi stricte que celle de l'administration. C'est-à-dire que dans les camps où il y a un très fort groupe criminel qui répond à la loi de la pègre, pour les Russes, c'est ce qu'on appelle les voleurs dans la loi. Un voleur dans la loi, c'est un parrain. Et le parrain, il fait la loi dans la prison. C'est d'ailleurs, c'est un phénomène qui est né à l'époque soviétique. Et justement, les voleurs dans la loi servaient très souvent d'auxiliaires à l'administration soviétique. Ce n'est plus réellement le cas aujourd'hui. Donc il y a une sorte de règlement non écrit dans les prisons, qui sont en fait tenus en sous-main par le milieu. C'est un petit peu comme ça ce que vous décrivez. Oui, il y a encore un détail quand même, c'est que chaque détenu, quand il arrive en colonie, il y a un document qui l'accompagne. Et ce document, qui s'appelle document d'accompagnement, il précise le comportement qu'il faut adopter par l'administration vis-à-vis de ce détenu. Est-ce qu'on peut le laisser tranquille ou est-ce qu'il faut faire tout pour le punir systématiquement, durcir ses conditions de détention, etc. Et donc, par exemple, pour cette Zara qui a été condamnée, c'était un procès entièrement cousu de fil blanc, elle a été condamnée quand même de terrorisme. Zara. Oui, elle a été systématiquement placée au cachot, passée à tabac, etc., parce que dans le document qui l'accompagnait, il a été dit qu'il faut faire ce qu'ils appellent du pressing sur elle. Ah, le pressing sur elle, ça veut dire qu'on la torture. Il y a de la torture il y a de la torture dans les camps russes. Oui. Bon. Zara elle raconte, si je reviens aux conditions de détention, Zara elle raconte qu'il y a maintenant cette obligation de placer les caméras de surveillance dans les cellules et même dans les cachots. Le problème, c'est que pas toutes les caméras sont équipées, pas toutes les cellules sont équipées par les caméras de surveillance. Et donc, il y a certains détenus, je dirais, parfaits, qui sont dans le cachot et qui sont toujours surveillés. Donc s'il y a quelqu'un comme comité de surveillance de l'extérieur qui arrive et qui veulent savoir ce qui se passe, on lui montre la vidéo tout à fait réelle. Il y a une détenue qui est là-bas, mais à côté, il y a dans l'autre cachot... On va parler de votre client, Khodorkovsky, enfin de votre client, de celui que vous soutenez, vous défendez, mais quand même, est-ce que vous êtes en train de m'expliquer que la situation dans les camps aujourd'hui en Russie est la même, voire pire que celle qui était dans ces mêmes camps, qu'on appelait des goulags, à l'époque soviétique? C'est la même chose? Pas peut-être aussi grave que sous Staline, même certainement pas, mais en principe, c'est pareil comme à l'époque soviétique. Ce sont physiquement les mêmes endroits? Ce sont physiquement les mêmes endroits. Les goulags ont été reconvertis en unités, en camps Ça a toujours, vous savez, goulag, ça veut dire simplement direction générale des camps, en fait. C'est le système qui dirige les camps. Mais les camps, certains ont fermé depuis l'époque de Staline. Les camps les plus sinistres, d'ailleurs, ont été fermés. Parce que la population maintenant est 2,5 fois moindre qu'à l'époque de Staline. À l'époque de Staline, systématiquement, il y avait plus de 2 millions de détenus dans les camps. Donc, mais les camps qui sont restés, on n'a pas construit de nouveaux camps. Ce sont toujours les mêmes et les conditions sont les mêmes. Il y avait beaucoup trop il y avait une surproduction de camps, si j'ose dire. Donc il était inutile d'en construire de nouveaux. Bon, ça rassure un tout petit peu. On se dit que non, mais que je voudrais juste apporter une précision. En fait, ça rassure un peu. Les camps d'aujourd'hui n'ont pas beaucoup changé par rapport à la période soviétique, mais à la période gorbatchevienne, parce qu'il y a eu plusieurs réformes de l'administration pénitentiaire, dont la dernière sous Gorbatchev. Bon, c'est plus l'archipel du Goulag. Voilà, depuis ça n'a pas changé. Bon, Khodorkovsky, alors lui, on l'a dit, oligarque, quelqu'un qui quand même a réussi à devenir le patron de la plus grande société pétrolière russe. La première société privée russe, oui. L'une des premières sociétés mondiales, en fait. Bon, richissime, jeune et richissime, ce qu'on appelle un oligarque, décrié par les Russes d'ailleurs, qui ont appris à haïr ces gens qui avaient fait fortune de façon incroyable. À la fin des années, oui. Quand on l'a mis en prison, les Russes ont applaudi. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, c'est plus du tout le cas. L'opinion russe a beaucoup changé. Quelles sont ses conditions de détention? Alors, ça fait bientôt 10 ans qu'il navigue entre les différents camps.
les différents goulags, les cellules aussi, lors de ces différents procès qui ont à chaque fois ont duré très longtemps. Ce que je voulais dire, ça répond en même temps à votre question, c'est que chaque prisonnier a droit à un traitement particulier finalement. En particulier lui, qui n'est pas n'importe quel prisonnier, il est un petit peu le symbole des prisonniers politiques en Russie, considéré comme l'ennemi de Poutine. Et donc il a droit à un acharnement particulier. Il fait l'objet d'une surveillance de tous les instants. À l'époque pendant le deuxième procès où il était en cellule à Moscou, il y avait effectivement en permanence une caméra sur lui. Il fallait qu'il dorme face à la caméra. C'est-à-dire que si pendant son sommeil il se retournait, on venait le réveiller pour le remettre face à la caméra pendant son sommeil. Et il fait l'objet de brimades permanentes depuis 10 ans. S'il offre une cigarette à un détenu, ça risque d'être retenu contre lui comme argument supplémentaire pour lui refuser des libérations. Il change de temps régulièrement ou il est toujours dans le même? Il a été pendant les premières années dans un camp qui était à la frontière chinoise, qui avait l'originalité d'être à côté d'une mine d'uranium à ciel ouvert et une espérance de vie locale assez faible. Il est actuellement près de la frontière finlandaise. L'hiver, il fait moins 40, il n'y a pas beaucoup d'eau chaude. Les conditions sont plutôt meilleures dans ce camp-là que dans l'autre, parce que ce sont effectivement tous d'anciens goulags, mais qui ont été plus ou moins rénovés, ou pas du tout. Actuellement, il dort dans un... Vous dites qu'il est emblématique de ces prisonniers politiques. Moi je dis, c'est aussi, il est emblématique d'une époque aussi qui a été celle des oligarques. Je ne sais pas comment il faut la raconter, vous y faisiez référence tout à l'heure. L'époque des oligarques sous Eltsine. Eltsine, ce sont ces gens quand même qui ont fait fortune très très vite, oui, notamment, qui ont fait main basse sur l'économie de la Russie, enfin de l'Union soviétique. C'est l'un d'entre eux qui effectivement a fait fortune très vite à partir d'argent que des hommes très fortunés de l'époque soviétique lui ont prêté, c'est-à-dire les industriels de l'armement. C'est comme ça qu'il a pu racheter la société pétrolière pour rien. Il faut pas pour rien, parce que 300 millions de dollars, c'est ça? Oui, à peu près. Mais il faut se mettre aussi. Il faut se mettre à l'époque, dans la situation de l'époque, c'est que il n'y avait personne en Russie qui était capable d'aligner des milliards. Il n'y avait pas de milliardaires russes à cette époque. Donc forcément, puisqu'il était interdit aux investisseurs étrangers de venir sur place, il fallait acheter les entreprises à la valeur que les gens pouvaient payer. Donc, de ce point de vue-là, il n'y avait pas grand-chose. Éventuellement, on la faisait acheter plutôt par ses copains que par d'autres. Bien sûr, mais ça c'est normal, c'est la question des noyaux durs. À un certain moment, il faut constituer des groupes industriels. Donc comment on les constitue? Forcément de manière arbitraire. C'est-à-dire si ça n'avait pas été ces gens-là, ça aurait été d'autres à leur image. Il n'y avait pas, si vous voulez, dans les années 90... France, hein, sous Balladur, si vous vous souvenez, les fameux noyaux durs, c'était le même principe. Oui. Ici, nous avons, même si on n'aime pas beaucoup les entrepreneurs, il y a un certain respect de la loi. Mais à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait pas de loi. Est-ce que ce sont ces fameux oligarques que Poutine, en arrivant, et dans sa campagne électorale, si je puis dire, avant d'arriver, a dit « Absolument. Je vais les mater, je vais mettre... » Il n'a pas dit « je vais les mater », mais les oligarques, le mot oligarque vient parce qu'on pensait que c'était ces gens-là qui avaient le pouvoir, le véritable pouvoir. C'était la poche de Yeltsin, c'était Abramovitch et Berezovsky qui donnaient l'argent pour financer Yeltsin. Bon, dans une Russie qui était un peu exempte quand même à l'époque. Absolument, tout à fait. Mais ce qui est important, c'est que Poutine a dit les hommes d'affaires, les richissimes hommes d'affaires ne se mêlent plus de politique. Et il a réuni tout le monde autour d'une table en 2000 pour leur dire plus de politique. On ne se mêle pas de vos affaires, vous payez 24% d'impôts, ce qui n'est pas beaucoup, et on ne se mêle plus de leurs affaires. Et Khodorkovsky n'a pas respecté. Il a refusé cette il a injonction. Voulu faire de la politique aussi. Il a commencé à financer tous les partis politiques d'opposition. Il a commencé à avoir un discours politique autonome. Et il a manifesté des intentions d'élection lors des prochaines élections. Et ça a profondément irrité M. Poutine, qui pouvait faire d'une pierre deux coups, d'une part en éliminant un concurrent politique sérieux, et d'autre part en s'appropriant, M. Poutine et ses amis, une entreprise extrêmement profitable. Donc, pour la redonner à un de ses amis, qui a bien compris, c'est assez proche. Actuellement, c'est Rosneft qui a tout racheté, tout est nationalisé. Qui est dirigé par qui?
par Sechin. Voilà, qui n'est pas un ami de Poutine. Qui est le meilleur ami de Poutine et qui est le plus grand ennemi de Khodorkovsky. Donc tout ça est assez logique. On a mis Manuel Valls en France à l'intérieur parce que c'est quelqu'un du Parti socialiste, c'est quelqu'un du parti du président. Évidemment, on va mettre forcément des gens qui sont proches. Je suis pas tout à fait d'accord avec vos comparaisons réciproques là. Est-ce que vous voulez dire que votre client, si je puis dire, est victime d'un acharnement et d'une revanche de Poutine? C'est ça que vous nous dites? Absolument, oui. Moi, ce que je considère, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'il n'y avait pas de contenu politique. Non, c'est faux. C'est faux. Oui, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'il n'y avait pas de preuves incontestables de la nature politique des actions menées contre Mais elle a sanctionné les conditions dans lesquelles il avait été jugé condamné. Oui, et on attend pour bientôt, d'ailleurs, le prochain jugement sur le fond. Bon. Qu'il y ait cet oligarque-là et autant d'entrepreneurs qui soient comme ça, parce que je reviens sur ce chiffre que vous aviez donné tout à l'heure, 150 000 entrepreneurs, je ne sais pas s'il s'agit de petits, de gros entrepreneurs, 150 000 différents, et il y a de tout. Sur 700 ou 800 000 détenus en Russie. D'où ça vient ça? C'est un acharnement de l'administration, c'est le système que vous décrivez de corruption, ou c'est aussi une espèce de mainmise du pouvoir central sur son économie? Non, je crois qu'il y a un peu de tout. En fait, le premier raid, ce dont j'ai parlé, c'était justement l'appropriation de Yukos par l'État, c'est-à-dire la destruction de Khodorkovsky et de tous ses de plusieurs de ses collaborateurs. Donc l'État reprenait une entreprise privée florissante pour se la reprendre à son compte, quand même. Absolument. Bon. Et avec à peu près, je crois qu'il y a 200 personnes qui ont été condamnées dans l'affaire Yukos. Je ne me trompe pas, Boris? Non, il y a toujours des enquêtes en cours, d'ailleurs. Donc il n'y a pas que lui, il y a tout son staff, il y a d'autres gens autour qui, pareil, sont retrouvés en prison. Certains sont morts en prison ou juste après être sortis de prison. Mais il y a autre chose. Je crois qu'il y a, à part des appétits personnels des uns et des autres, aussi une sorte d'acharnement de la grande élite industrielle maintenant contre les petits entrepreneurs, c'est-à-dire qu'il y a une diminution très sensible, et en partie justement à cause de cette crainte d'être persécuté, du nombre d'entrepreneurs. Il y a juste dans les derniers mois, 300 000 entrepreneurs ont cessé d'entreprendre. C'est-à-dire qu'il y a quand même une politique délibérée de se débarrasser du petit et moyen business pour la simple raison que ce sont des personnes indépendantes de l'État et qui se sont montrés politiquement actifs. Donc c'est une politique systématique de Poutine d'éliminer cette concurrence-là, c'est ça que vous dites? Oui, mais concurrence, non seulement pour des raisons de concurrence, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi, à mon sens, pour des raisons politiques, parce que c'est le noyau de contestation possible. C'est cette classe Donc ça n'est pas moyenne seulement qui n'est pas l'administration corrompue qui essaye de récupérer de l'argent par tous les moyens, c'est une volonté politique délibérée. Je crois qu'il y a une volonté politique, oui. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a certainement une volonté politique dans certains milieux, mais pas dans d'autres. C'est ça qui est très difficile à comprendre. C'est que le pouvoir russe n'est pas homogène. Vous avez d'un côté des gens qui pensent qu'il faut revenir à une situation économique étatifiée, avec un État qui gère tout, et comme à l'époque de la NEP de Lénine, on donne un peu de nouvelle politique économique. Voilà, mais très légère. Mais il faut que l'État contrôle tout. Et puis il y a d'autres qui sont dans l'économie libérale. C'est un retour de l'État que vous décrivez. Absolument. Et ça, on les caractérise par un terme qui est les siloviki, c'est-à-dire les hommes de puissance, des structures de force. Or, il se trouve que justement, les structures de force, ce sont ceux qui contrôlent la justice, la police, le FSB, etc. Donc ils ont un pouvoir immense sur les autres, qui sont les économistes, et qui sont réduits à la portion. Votre voisine n'est pas d'accord avec ce que vous dites. Je suis d'accord avec le pouvoir croissant de Siloviki, ça c'est sûr, parce que ce sont des gens qui peuvent vraiment faire la menace à tout le monde. Mais la chose que je voulais dire, c'est que pas seulement il y a cette volonté consciente, volonté politique pour empêcher, je dirais, toute la discussion possible des voix polyphoniques par rapport
à l'imposition de l'opinion, tout simplement. Il y a aussi ce problème que peut-être vous avez regardé, l'échange très riche, moi je l'ai vu, tout l'échange de 4 heures, réponse de Poutine en direct aux questions lui posées par des citoyens russes. Et ce qui m'a vraiment étonnée, c'était vraiment frappant pour moi, c'est comment il parle, comment il s'adresse aux personnes en face de lui. C'est le discours qui tient, qui n'est pas le discours de quelqu'un à égal, je dirais, de la classe moyenne, soi-disant. C'est le discours d'un patron à vraiment je dirais les moutons. Les moutons. Oui. Il utilise le langage qui n'est pas correct, qui rapproche vraiment des bases tout simples, simplifiées de le jargon. Une sorte de condescendance, de mépris vis-à-vis des gens auxquels il s'adresse. Voilà. Et je ne comprends pas quel peut être l'intérêt. Gala a indiqué, c'est cette volonté de supprimer toute volonté de sujet en tant que tel pour parler. Ce qui est vraiment essayer de mettre en place. L'intérêt, excusez-moi, mais c'est quoi l'intérêt d'un chef d'État d'aller comme ça mettre tous ces entrepreneurs en prison? Non, pas tous les entrepreneurs, mais simplement ce qui s'est passé. Vous savez, cette période entre 2 élections, élections législatives de décembre 2011 et l'élection de Poutine, mars 2012, il y a eu 4 mois de très grandes contestations. Le pouvoir a été humilié. Poutine a été traité de rat, de voleur, d'escroc, etc. Il a dû supporter ça, tout simplement parce que c'était la période électorale et il voulait gagner les élections. Donc il ne fallait pas opprimer. Maintenant, il se venge. Bien sûr, mais qui était dans la rue? Vous le voyez d'ailleurs dans ce film. En grande partie, c'était des gens justement de la classe moyenne, des petits entrepreneurs, des gens qui travaillent à la banque, qui maintenant se sont construits une vie relativement aisée, qui voyagent à l'étranger, etc., et qui maintenant veulent se prémunir, avoir un régime qui leur garantissent... Plus respectueux, plus démocratique, etc. Oui, et qui leur garantissent aussi la liberté d'entreprendre et justement qu'ils soient épargnés, qu'il leur soit épargné tout simplement la prison pour la moindre des choses. C'est à cette population-là que Poutine aujourd'hui ferait payer les affronts qu'elle lui a fait pendant sa campagne électorale. Il y a un cas assez typique, c'est M. Navalny, qui est l'un de ses opposants nouveaux, de la nouvelle génération, qui sont apparus pendant ces contestations que l'on évoquait, et qui maintenant est poursuivi au titre de 4 charges différentes, toutes de nature économique. Donc, ce sont des charges économiques. L'angle d'attaque, c'est toujours celui-là. Voilà, c'est les impôts, le détournement d'argent. Ça date de bien avant. En fait, les 150 000 entrepreneurs dans les camps, ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas d'hier. Ça date de bien avant. En fait, il y a de la période 2007-2008 avec les raids en particulier. Ça a commencé en 2003 avec Mikhail Khodorkovsky en fait. Mais le véritable mouvement, ça a été le mouvement où l'on a compris que l'on pouvait avoir des entreprises pour rien en corrompant les juges. Oui. Je propose un nouvel extrait. Là, puisque justement on parle de Poutine, on parle de comment c'était avant, et certains commencent à dire c'était peut-être mieux à l'époque soviétique, comme souvent en Russie. Donc écoutons ce que dit Aria Boronova, qui se définit elle-même comme une ancienne pro-Poutine et aujourd'hui opposante. Moi, je suis une représentante modèle de la génération Poutine. J'étais même 100% derrière lui. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il nous trompait. Prenez l'exemple de Staline. Il était dictateur, mais il ne possédait rien à part ses bottes et son manteau. Il croyait en sa méthode répressive, il était même persuadé que le régime totalitaire renforcerait le pays. Le pouvoir actuel, lui, n'a qu'un seul but, se remplir les poches, et pour ça, il utilise des méthodes répressives. Alors, c'était mieux sous Staline? Non, sûrement pas, quand même. Comme encore une fois, c'est vrai que maintenant Poutine a compris que cette classe d'entrepreneurs peut aussi devenir la base de contestation de son régime.
Et donc maintenant, ça va être, je pense, un peu la destruction plus ou moins systématique parce qu'on dit tout ça sur Poutine, en même temps, il a été réélu en mars 2012 avec 63,6% des voix quand même. Alors on peut se dire que c'est... Mais vous savez, la classe moyenne... Les élections de Poutine, il n'y avait pas des élections présidentielles, excusez-moi. On appelle ça les élections de Poutine. Non mais pour qu'il y ait... Attendez. C'est-à-dire il n'y avait pas de candidat dans la liste de candidats, il n'y avait aucun candidat qui pouvait être vraiment... Qui pouvait vraiment rivaliser. Voilà. S'il y avait un vrai rejet sur Poutine, il y aurait peut-être eu plus de voix qui se seraient portées. Les candidats ne peuvent pas présenter leur candidature, c'est le gros problème. C'est-à-dire on choisit, enfin Poutine choisit ceux qu'il accepte comme étant ses opposants. Celui qui désigne la concurrence. Absolument. Pratiquement, oui. Qui autorise à telle ou telle personne d'être son concurrent. Non, mais la question, c'est également qu'actuellement en Russie, hélas, il n'y a pas de figure emblématique qui apparaît. Vous savez, en Afrique du Sud, vous aviez Nelson Mandela en prison. Khodorkovsky, je regrette, ce n'est pas une figure emblématique parce que 90% de la population le hait. Mais non, il y a très peu de temps, non, il y a 10 ans, c'était 99% de la population. Non, mais aujourd'hui, non, ça ne change pas. Si vous comptez effectivement la classe moyenne de Moscou et de Saint-Pétersbourg, peut-être, mais Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est pas la Russie. Allez parler de Khodorkovsky à Vladivostok et vous allez voir ce que l'on va vous dire. Pour vous, il ne peut pas fédérer, il ne peut pas être le noyau de cette opposition-là. Il y a beaucoup de gens qui pensent que oui. Il est considéré par... Il y a beaucoup de gens qui pensent que oui. Qu'il peut l'être. Oui. Parce qu'il est à l'image de tous ces gens incarcérés et victimes de l'arbitraire de Poutine. Spirituel, et le plus on le laisse en prison, et plus il sera considéré comme un leader spirituel. Donc Poutine est en train de faire un martyr, en fait. Exactement. Et il a beaucoup écrit aussi entre-temps. Vous savez, c'est quelqu'un qui a profondément changé aussi par ces 10 ans de prison. Et donc il est devenu bon et... il n'a pas été déjà mauvais, mais il est redevenu communiste surtout. Non, il n'est pas redevenu communiste. C'est de l'ironie. Le mot simple, c'est l'autoritaire. Moi, je veux revenir sur la définition de ce proteste en tant que classe moyenne. Excuse-moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est une question plus complexe que ça. Je pense que ça rejoint l'idée de Gala, c'est que le pouvoir en tant que pouvoir solennel de Vladimir Poutine en Russie aujourd'hui, a supprimé tous les mécanismes de représentation de la volonté politique des citoyens. C'est ça le problème. Soit c'est exprimé par des gens, par exemple les enseignants à l'école qui ont l'éducation, qui peuvent aussi voter pour leurs candidats, mais qui ne peuvent pas parce que s'ils deviennent actifs, on les casse la tête, soit les entrepreneurs, comme en cas de gens très indépendants qui veulent aussi bouger les choses, on les casse la tête. Et maintenant, ce qu'on voit, pourquoi cette popularité énorme de Poutine? Parce qu'il n'y a aucune intermédiation entre les électeurs. Comment vous définissez son pouvoir? C'est quoi? C'est un dictateur? C'est un autocrate? C'est quoi? Je pense qu'il réunit tous les fils du pouvoir dans ses mains et ça lui fait vraiment... Je ne dirais pas qu'il est content de ça, parce que c'est énorme travail, la charge qui est sur lui personnellement. Je pense que l'affaire de Khodorkovsky, c'était l'affaire vraiment personnelle. On dit que c'est politique ou pas politique, c'est difficile de dire qui est les preuves de politique, mais c'était l'affaire tout d'abord personnelle. Pareil avec Poussiriote. C'était l'affaire personnelle. Ils n'ont rien cassé. Alors les Poussiriotes, un groupe punk, qui est toujours qui est en prison aujourd'hui pour 2 de ses membres pour avoir chanté dans une église, son opposition à Poutine. Ils ont des enfants de bas âge, c'est-à-dire qu'ils resteront à l'appartement, ils ne vont pas fuir le pays. Si je vous comprends bien, à travers les Poussiriotes, comme à travers, j'oublie toujours son nom, Khodorkovsky, il y a une espèce de fixation de Poutine, pour des raisons presque personnelles, sur ces opposants-là. Il veut les détruire. C'est pour faire des exemples. C'est comme le choix des exemples sur lesquels il montre sa force et son pouvoir au peuple entier. Il vraiment gère... Je dis que vous regardez comment il communique avec des gens qui lui posent des questions, vous avez l'impression qu'il fait les gifles à droite, à gauche, il punit les siens aussi bien que les autres, que les ennemis. Il punit les membres de parti Russie Unie qui détient la majorité au Parlement. Franchement, il accuse tous les membres de ce parti. Ça fait 13 ans qu'il est au pouvoir, il vient d'être élu à nouveau, il va encore faire au moins 5 ans, et allez savoir un mandat supplémentaire derrière. Enfin bref, il va passer au moins 18 ans au pouvoir, ce qui est quand même assez considérable par les temps qui courent. Vous le définissez comment? Comme un nouveau tsar pour la Russie? C'est quoi? Non, ce n'est pas un nouveau tsar, c'est un pouvoir autocratique,
peut-être pas encore tout à fait dictatorial, mais ce n'est pas très loin. Et surtout, ce qui est original, c'est que ce n'est pas seulement un pouvoir politique, mais c'est aussi un énorme pouvoir économique. Et donc c'est cette fusion. Parce qu'il a repris dans ses mains le pouvoir économique. Bien sûr. Avec cette maltraitance faite aux chefs d'entreprise et notamment aux oligarques. Et aujourd'hui, il y a les grandes sociétés qui rapportent réellement, comme le Gazprom, comme Rosneft, etc. Sont indirectement entre ses mains. Sont indirectement entre ses mains, dirigés par ses proches, etc. Et c'est dans ce sens que ce pouvoir est très différent d'un pouvoir dans les pays européens. Est-ce que la Russie, d'un point de vue économique, se porte mieux aujourd'hui? Elle se porte mieux par rapport à quoi? Par rapport à l'époque Yeltsin? Oui, indéniablement. Mais il y a maintenant un ralentissement parce que... Elle est surtout toujours à 90% dépendante du pétrole. Il n'y a eu aucune diversification. Dépendante de ses matières premières, gaz et pétrole. Tant que le baril est à 100 $, tout va bien. S'il tombe à 50, et le prix de marché, ce sera la révolution. Bon, nouveau tsar ou pas, Poutine? Oui. C'est un autocrate, ça je crois que tout le monde est d'accord pour le dire, malheureusement doublé d'un kleptocrate avec ses amis. C'est-à-dire qu'il voilà. Il se sert. Ils ont mis la main sur toutes les entreprises. Il a une fortune assez conséquente, on sait. Il est considéré comme l'un des hommes les plus riches du monde, même s'il y a peu de mal à prouver ça, mais il est considéré comme l'un des hommes les plus riches du monde. Avec plusieurs dizaines de milliards de dollars. Oui, mais... Vous chiffreriez sa fortune à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Les évaluations donnent entre 30 et 40 milliards de dollars. Qui serait où? À l'étranger? En Suisse? C'est très en Suisse. À Chypre? À Chypre? Non, dans différents pays, mais aussi probablement investi dans les actions, etc. C'est-à-dire, je ne sais pas si l'on comptabilise 40 milliards sur ses comptes. La valeur de ces actions boursières, des actions de l'État. Parce que le problème, lorsqu'on dit qu'il contrôle, ce n'est pas qu'il contrôle personnellement, c'est qu'il contrôle par l'intermédiaire de l'État. Si par exemple l'État est à 35%... Vous dites qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel de sa part. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est pas... Mais pas à ce niveau-là. De toute façon, à quoi ça lui servirait? Mais ce qui est intéressant de noter en ce qui concerne Poutine, c'est qu'effectivement, ce que disait l'interview tout à l'heure, c'était très bien, c'est que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il représentait les classes moyennes. Et tout le monde était derrière lui parce que justement, il y avait quelque chose de nouveau. Lorsqu'il est revenu au pouvoir, là, en 2012, il ne représente plus du tout la même chose. Les entrepreneurs, les classes moyennes, les intellectuels, etc., tout ce monde-là lui a tourné le dos. Absolument. Et vous savez, c'est très simple. Parce que nous, quand on dit classe moyenne, en France, c'est 70 ou 80% de la population, en fait, entre les plus riches et les plus pauvres. Alors que là, on parle de ceux qui sont... Voilà, c'est la classe moyenne. Mais en Russie, la classe moyenne, c'est 15 ou 20% de la population. D'accord. Et donc, il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur les fonctionnaires. Et les fonctionnaires. Les campagnes, les retraités, les militaires, etc. C'est fini, on n'a plus le temps de continuer. C'est passionnant ce que vous nous racontez sur Poutine. Et puis c'est vrai c'est un peu une énigme vue d'ici. Merci à vous, merci à Aurélie Daface qui a préparé ce débat. Je vous rappelle notre adresse mail si vous voulez nous écrire. Je vous dis que la semaine prochaine, il n'y aura pas de débat, mais un documentaire sur le Front populaire, et que dans 15 jours, vous retrouverez Dominique Souchier pour un débat sur le chômage des jeunes. Et on sait que le président a rappelé que c'était sa priorité. Merci, à bientôt.